Souvent, quand on se lance dans le business en ligne, la première question qu'on se pose, c'est comment trouver des clients? Et je te le dis directement, c'est totalement légitime. Mais avant de commencer cette vidéo, il faut que tu saches que tu n'es pas spécial. Tu vas te prendre des gros vents, ça c'est normal, tout le monde s'en prendra. Parce que oui, même si tu fais du call mailing, du call phoning, etc., tu auras beaucoup de personnes qui s'en foutront royalement de ce que tu veux leur proposer. Mais bien évidemment, il y a toujours des opportunités à saisir et à prendre. Donc, laisse-moi te donner mes conseils et astuces sur comment réussir à avoir des clients en ligne. Tu as trois types de prospection en ligne. Tu as le call phoning, le call mailing et le face-à-face. Alors moi, au début, quand j'avais commencé, je faisais du call phoning et du call mailing. 99,99% de mes call phoning et de mes call mailing n'aboutissaient à rien. De ce fait, je me suis directement lancé dans le face-à-face. C'est-à-dire que je suis allé voir les personnes qui décident dans leur propre boutique, salle de sport, etc. Et oui, comme tu le sais, je me suis pris des recals, mais à partir d'un moment, ça a réussi à marcher. Et par la suite, je me suis amélioré en call phoning et en call mailing, et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, donc écoute attentivement. Lorsque tu vas faire du call mailing ou du call phoning, tu auras trois types de prospects au bout du mail ou au bout du fil. On les appelle les froids, les tièdes et les chauds. Tout simplement, les prospects froids sont des personnes qui ne savent même pas qu'ils ont une problématique à résoudre. Les prospects tièdes, eux, savent qu'ils ont une problématique à résoudre, mais ne cherchent pas spécialement à la résoudre. Tandis que les prospects chauds, eux, savent qu'ils ont une problématique à résoudre et veulent la résoudre. De ce fait, lorsque tu vas faire du call phoning et du call mailing, tu auras 95% des personnes au bout du fil ou au bout du mail qui seront des prospects froids, c'est-à-dire des personnes qui vont te raccrocher au nez ou ne jamais te répondre. Tandis que dans les 5% des cas, tu auras des personnes tièdes et des personnes chaudes. Dans ce cas-là, tu auras la possibilité d'avoir un R1 et ensuite de closer sur ton R2. Je vais t'expliquer tout ça par la suite. Maintenant que tu as compris l'idée des trois types de prospects que tu auras au bout du fil ou au bout du mail, il faut que tu comprennes que tu dois forcément faire un avatar client des personnes que tu vas prospecter. Quelles sont leurs envies? Quelles sont leurs peurs? Mais aussi, qu'est-ce que eux, ils recherchent? Imaginons, tu es dans la niche du dropshipping, c'est-à-dire que tu contactes des dropshippers et que tu ne sais même pas c'est quoi un système en 3R3, ça ne sert à rien de les contacter parce qu'ils vont forcément te poser la question. Parce que oui, ils recherchent aussi une personne qui est experte dans leur domaine. Et ça, tout le monde le sait. Mais n'oublie pas une chose. Toi, tu as un avatar client, mais eux aussi ont un avatar client. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois connaître les termes. Imaginons que là, tu es en fitness et que tu ne connais rien sur le fitness. Ils vont le voir directement parce que toi, tu as ton avatar client, tu sais à qui tu parles. Oui, tu sais au client à qui tu parles, mais est-ce que tu sais les clients que ton client a? Maintenant qu'on a vu les trois types de prospects et l'avatar client, il faut que tu comprennes dans quoi l'offre de tes clients se situe. Exemple, moi je suis copywriter de base. Imaginons, j'ai un dropshipper qui me contacte pour vendre, ou du moins pour faire des textes de vente ou des tunnels de vente pour la vente de son couteau. Je sais très bien que son couteau va rentrer dans la raison. Pourquoi dans la raison? Eh bien c'est très simple, parce que tout le monde a besoin d'un couteau pour faire la cuisine. Donc c'est la raison. Mais imaginons, à contrario, j'ai une agence SMMA qui me contacte pour écrire des textes de vente ou des tunnels de vente pour une entreprise qui loue des jet skis. Qu'est-ce qui va rentrer? L'entreprise de jet ski. Eh bien, cette entreprise va rentrer dans l'émotion. Et enfin, imaginons, j'ai un personal shopper qui me contacte pour faire la publicité pour lui. Je sais très bien qu'il faut viser l'identité. Pourquoi? Parce qu'un personal shopper, ce n'est pas tout le monde qui y a accès. Tu dois être assez élevé dans la société. De ce fait, lorsqu'une personne a un personal shopper, je sais très bien que c'est une personne qui est assez élevée dans la société, qui vise à montrer son identité dans la société, et non la raison ou l'émotion. J'espère que tu me suis. Maintenant que j'ai mis tout ça au clair, tu peux te lancer dans ta prospection à froid. Mais n'oublie pas une chose sur le théorème que j'ai mis derrière moi. Un client peut te refuser au mail ou au téléphone à froid, au R1, au R2, au R3 ou closing, ou même à la signature de ton contrat. Si tu ne signes pas le contrat, tu n'auras rien gagné. Sache-le. Maintenant,
qu'on a vu tout ça et que je t'ai parlé de comment appréhender le mail à froid ou le phoning à froid. Je vais te donner des astuces sur comment réussir ton phoning et ton mailing. Ça va se passer en 2 parties. Tout d'abord, on va voir sur le cold phoning. Et par la suite, je te donnerai mes astuces parce que oui, je suis copywriter sur comment attirer l'attention sur du cold mailing. Ton premier objectif quand tu fais du cold phoning, c'est d'enclencher un pattern disruptor. Qu'est-ce qu'un pattern disruptor? Eh bien, c'est très simple. C'est une phrase qu'un client n'a jamais l'habitude d'entendre au téléphone dès la première phrase. Regarde, tu as déjà reçu un phoning commercial de, je sais pas moi, d'une téléphonie, que ce soit Orange, SFR ou Bouygues Télécom. Tu remarques qu'il commence direct par se présenter. Etc. Oui, je m'appelle, je sais pas, bref, un prénom, on s'en fout. Je viens de telle boîte, etc. Est-ce que vous êtes intéressé par cette offre? Tout ça, tout ça. Ça, c'est beaucoup trop agressif. Ton objectif à toi, c'est de dire, oui, je sais que vous allez me détester pour ça. Malheureusement, ça va être un phoning commercial. Oui, je sais que vous devez en avoir souvent. Je sais que vous devez raccrocher beaucoup de personnes, etc. etc. Le but, c'est de prolonger la conversation et ensuite de demander l'autorisation. M'accorderiez-vous 5 minutes? Si tu remarques, les personnes qui font du phoning commercial dans la téléphonie, ils ne te demandent jamais ça. Et ça, c'est mauvais. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. En demandant l'autorisation, tu montres du respect envers la personne au bout du fil. Cette personne, elle va comprendre ton respect et donc t'octroyer les 5 minutes pour que tu puisses expliquer en quoi tu pourras lui être utile. Le but précis, c'est d'enclencher l'engagement et la cohérence de Cialdini. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire si tu as vu mes vidéos? Eh bien, c'est très simple. Une personne qui te octroie quelque chose, qui te dit oui, blablabla, etc., il aura tendance à te dire oui pour la suite. Donc, te donner la possibilité pour un R2. Donc, enclencher tes offres, etc. Tu as tout compris. Ah oui, ne speechez surtout pas votre phoning à la secrétaire de l'entreprise ou à la personne qui n'a aucune prise de décision dans l'entreprise. C'est une grosse perte de temps et vous allez voir, ça va être un filtrage très clean. La personne va dire, je ne peux pas prendre de décision, au revoir. Tout simplement. Vous appelez la personne, vous faites en sorte de savoir à qui vous allez parler, qui est le directeur de l'entreprise, qui s'occupe de tout cela. Vous avez le site société.com qui vous montre tout cela avec le nom de l'entreprise. Bien évidemment, après c'est à vous de jouer, je n'ai plus rien à vous apprendre. Le but, comme je vais te le dire, c'est d'avoir du temps au téléphone, de lui montrer du respect et de lui montrer surtout que tu n'es pas comme les autres, que tu sais à qui tu as affaire. Lorsque tu auras fait tes 5 premiers phonings à froid, que ce soit positif ou négatif, je vais te demander de poser des questions à toi-même. Parce que souvent on se dit, si la personne n'est pas intéressée, c'est parce que c'est de sa faute. Non. Souvent la personne, quand elle te dit qu'elle n'est pas intéressée, c'est que quelque chose lui manque. Quelles sont les peurs en fonction de ton offre que toi tu veux lui proposer? Quelles sont ses envies aussi? Peut-être que ton offre ne répond pas à ses envies. Peut-être que sur le long terme, ton projet lui paraît un peu trop, comment dire, olé olé dans le sens où ça me paraît un peu trop futuriste, qui n'atteindra jamais ça. Peut-être que tu es totalement à côté de la plaque pour ce que tu veux lui offrir. Peut-être que cette personne ne te connaît pas, c'est-à-dire que tu n'as aucune présence sur les réseaux sociaux. Tu te dis expert dans quelque chose, mais tu n'as aucune présence sur les réseaux pour le prouver. Parce que oui, on le sait aujourd'hui, si tu n'as aucune présence sur les réseaux, les entreprises ne vont pas te faire confiance parce que tu n'es personne. Et c'est pas ton CV ou ta lettre de motivation qui va changer quelque chose. Maintenant, passons au cold mailing. Même si je pense que le cold phoning est largement au-dessus que du cold mailing, il faut bien évidemment parler du cold mailing. Mais avant d'en parler, il faut que tu comprennes une chose. Dans ton mail, ne parle jamais de toi et il faut que tu aies une seule ligne directrice dans ton mail. Le but, ce n'est pas de se disperser ni de parler d'autre chose. Vous êtes 2 entités entrepreneuriales, vous voulez parler business et ça s'arrête là. Première chose à savoir, n'hésitez pas à flatter l'ego du prospect à qui vous envoyez le mail. Oui, on le sait, la plupart des entrepreneurs se disent avoir la grosse tête. C'est vrai, c'est réel, mais certains ne sont pas comme ça. Le but de flatter l'ego de la personne à qui vous contactez, c'est de le pousser à vous répondre, que ce soit positif ou négatif. Parce que ton but, au début, c'est d'avoir des réponses. Parce que si tu as des réponses, tu vas te dire que c'est possible d'avoir des réponses positives. Même si tu envoies 10 mails et qu'ils soient tous négatifs, à un moment donné, tu vas envoyer un mail et il va être positif. Et ça, il faut le comprendre. Bien évidemment, on reste professionnel. Ne cherchez pas à cheb la personne entre parenthèses. On reste professionnel. Restez dans le domaine
du business. Deuxième point très important, il faut attirer l'attention du prospect. Si votre prospect ouvre votre mail, vous avez fait 80% du travail. Parce qu'un mail qui n'est pas ouvert, on le sait, ça ne sert strictement à rien. De ce fait, n'hésitez pas à attirer l'attention. D'ailleurs, petit tips, lorsque tu vas envoyer ton mail, il faut que tu comprennes qu'il y a une certaine censure sur Gmail, Outlook, toutes les boîtes mail ont cette censure-là. Il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser. Tu n'as pas une adresse mail professionnelle. De ce fait, les mots dits professionnels comme demande de business, partenariat, etc. peuvent être censurés. De ce fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est très simple. Ton mail va arriver dans la boîte mail spam de ton client. Et ce n'est pas l'objectif, parce qu'un mail qui arrive dans la boîte mail de spam n'est jamais lu à 99%. Et on le sait tous. De ce fait, évite d'utiliser des termes trop professionnels ou commerçantes. Ok? Il faut juste que tu attires l'attention. Tu peux très bien utiliser des statistiques ou des anecdotes. Mais surtout, au grand jamais, ne parler de partenariat, business, tout ce que tu veux. Évite ce genre de mots. N'hésite pas à les contourner, à trouver un synonyme par exemple. Ça, je sais, c'est très compliqué. Mais si tu le fais, je t'assure que tu vas avoir des réponses et surtout, tes mails vont arriver dans les vraies boîtes mail de tes prospects et non dans les spams. Troisième point, vous devez connaître le domaine de votre prospect. Ça veut dire connaître les clients, mais aussi les termes dans le domaine de votre client. Si vous visez les dropshippers, vous devez connaître les tunnels de vente, les systèmes A3R3, tout ça. Le but, ce n'est pas d'apparaître comme un vendeur de tapis, c'est d'apparaître comme un professionnel. Vous êtes des professionnels qui visent des professionnels. C'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à apporter de la valeur dans votre mail, que ce soit votre portfolio, des référents, des statistiques, etc. Le but, c'est de prouver, ou du moins de montrer à la personne à qui vous envoyez le mail que vous êtes une personne influente qui sait comment ça fonctionne. Le but, c'est de prouver. Ça, on le sait très bien. C'est votre premier mail. Le but, c'est de ne pas apparaître comme un vendeur de tapis, comme je dis souvent. Non. C'est d'apparaître comme une personne qui connaît son domaine et qui sait à qui il parle. Il a une stratégie. Bien évidemment, vous vous en doutez, le but dans le premier mail, ce n'est pas de déblatérer toute votre stratégie ou de lui montrer, etc., etc. Non. Restez le plus concis possible. Donnez de la valeur, mais sachez en garder aussi. Il ne faut pas tout montrer. Bien évidemment, je ne vais pas dire apparaissez comme étant quelqu'un de mystérieux. Non, ça serait faux. Mais vous voyez ce que je veux dire par là. Le but, c'est de lui prouver, mais pas de lui montrer tout non plus. Parce qu'après, lors de vos R1 ou vos, je sais pas moi, vos deuxième réunions, vous n'aurez plus rien à lui dire. Alors, le cinquième point, ça va plutôt être un hot text, parce que je pense qu'il faut mentionner les concurrents. Tu vas apparaître comme une personne qui aura déjà contacté les concurrents, ou qui aura déjà travaillé avec les concurrents. Bien évidemment, ça passe ou ça casse. Mais de mon expérience personnelle, dans 75% des cas, ça a très bien fonctionné. Parce que la personne voit que je connais son domaine. Donc, je connais comment il marche, mais je sais très bien comment fonctionnent ses concurrents. De plus, tu peux très bien montrer pourquoi le concurrent fonctionne mieux que le client que tu vises. Et comment inverser les rôles. Et ça, je te le dis directement, c'est un atout que beaucoup de personnes recherchent. Et enfin, le dernier point, c'est de mettre un appel à l'action à la fin de votre mail, que ce soit un lien Calendly, un Zoom, un numéro de téléphone, tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, si vous mettez un lien Calendly, faites en sorte que votre lien Calendly ne paraît pas comme une personne needy. C'est-à-dire que vous êtes disponible tous les jours de la semaine, à n'importe quel moment de la semaine. Ça veut dire quelque chose, si c'est vrai. Ça veut dire que vous n'avez aucun client, ça veut dire que vous n'apportez aucune valeur, ça veut dire que vous êtes disponible pour tout le monde et n'importe qui. Et ça, c'est un gros problème. Mettez votre Calendly en sorte que vous soyez disponible, je ne sais pas moi, 3 jours dans la semaine, une après-midi ou la matinée. Et non toute la journée.
Ça, c'est la base, mais beaucoup de personnes font le contraire. Maintenant que je t'ai expliqué comment fonctionnait le cold mailing et le cold phoning, laisse-moi te donner une stratégie que moi j'ai utilisée et qui a très bien fonctionné. C'est le show don't tell, qui veut dire actuellement le montre mais ne dit rien. Ce que je faisais, c'est que j'envoyais un mail directement à la personne. Je lui disais « Hey, prénom, comment vas-tu? Voici un document que j'ai travaillé là-dessus pour te montrer ce qui pourrait être modifiable dans ta stratégie. » Bien évidemment, j'ai parlé très largement. Je parlais de ses concurrents dans mon document plutôt. Je parlais de comment on pouvait améliorer tout ça. De base, c'était du copywriting, donc c'est très simple. Les bases du copywriting, comment ça fonctionne, comment ses concurrents, eux, faisaient pour convertir leurs prospects, Blue Pill, Red Pill, tout ça. Parce que oui, la Blue Pill et la Red Pill, c'est du marketing. Mais ça, c'est un autre sujet. De ce fait, j'ancrais mon expertise dans mon mail et surtout dans mon document. De ce fait, c'est très simple. Le prospect n'avait qu'une chose à faire, lire ce que je lui avais envoyé. Pas besoin d'aller plus loin en lui baratinant des choses. Non, il voyait directement mon expertise, il voyait directement de quoi j'étais capable. Et en plus de cela, je lui mettais mon lien portfolio et mon lien Calendly ou mon numéro de téléphone pour qu'il m'appelle directement. Et pour te répondre, j'ai eu des appels et des réponses qui étaient très positives. Parce que beaucoup n'ont pas l'habitude de voir ça. Bien évidemment, je te le dis très clairement, ne mets pas tout ce que tu sais dans ton document. C'est un document à froid. C'est les bases de la base, pas toute ta stratégie. Tu dois rester pointilleux mais ne pas tout montrer. C'est l'objectif du show don't tell. Et franchement, c'est l'une des meilleures techniques au monde pour trouver des clients. Pourquoi? Parce que les clients ont besoin de solutions et de réponses. Si toi tu lui envoies un mail et qu'il te répond 3 jours plus tard, il y a un écart de temps. Plus le temps passe, plus il perd de l'argent ou plus il pourrait augmenter son chiffre. De ce fait, j'apparaissais comme quelqu'un qui savait pertinemment que mon client n'avait pas de temps à perdre. Bien évidemment, les 3 stratégies que je viens de t'expliquer dans cette vidéo, cold phoning, cold mailing et show don't tell, sont 3 stratégies complètement viables. Il faut que tu comprennes que chacun a ses préférences. D'autres préféreront le cold phoning parce qu'ils sont à l'aise au téléphone. D'autres préféreront le cold mailing parce qu'ils sont à l'aise à l'écrit. Et d'autres préféreront le show don't tell parce qu'ils sont largement au-dessus des autres quand il s'agit de mettre leurs idées à l'écrit. C'est aussi simple que ça. C'est juste à toi de trouver quelle stratégie te convient le mieux. Le cold phoning, tu peux appeler pendant 3 heures et n'avoir aucune réponse positive. Le cold mailing, tu peux envoyer des centaines et des centaines de mails sans avoir de réponse positive. Et le show don't tell, il faut savoir que pour moi, ça me prenait 3 heures pour faire un document. Donc imaginons 3 heures pour un client type, entre parenthèses, un client qui peut me refuser. Eh bien, beaucoup de personnes n'ont pas ce luxe de se permettre de prendre 3 heures pour envoyer un document, entre parenthèses, à une personne qui va répondre négativement. Oui, je sais, c'est long et c'est très compliqué. Mais si tu continues sur ta lancée, 1, 2, 4 semaines, 3 semaines, peu importe, 1 mois, 2 mois, tu peux être sûr à 100% qu'à un certain moment, tu vas avoir des réponses positives. Le temps te le montrera. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je sais pertinemment que c'est vraiment un public niché que je vise sur cette vidéo. Et certainement que je te donne des informations que beaucoup de personnes n'étaient pas au courant. Et ça me fait extrêmement plaisir de vous donner tout ça. On se retrouve pour la prochaine vidéo.